Ce que l'ADN a révélé sur la lignée maternelle de la princesse Diana est si bizarre que le généticien qui l'a découvert a refusé de croire ses propres résultats. En 2013, le docteur Jim Wilson de l'Université d'Édimbourg a testé la salive de deux parentes maternelles de Diana, s'attendant à des siècles de sang aristocratique anglais pur. Au lieu de cela, il a trouvé un marqueur génétique si rare que seulement 14 personnes sur toute la planète le portent. 13 vivantes en Inde, une vite au Népal, zéro en Europe, jamais une seule. Et ce marqueur se trouvait dans la lignée sanguine de la femme la plus célèbre de l'histoire britannique. Le docteur Wilson a refait le test 3 fois. Le résultat n'a pas changé. Ce marqueur remonte à une seule femme née vers 1790 sur la côte ouest de l'Inde. Une femme dont les lettres suppliant de voir sa fille une dernière fois sont restées sans réponse et que la famille Spencer ait passé 200 ans à effacer de l'histoire. La découverte ADN. Les échantillons sont arrivés à Édimbourg dans 2 petits flacons de salive. Ils provenaient de 2 femmes descendant directement de la lignée maternelle de la princesse Diana, toutes 2 cousines au 3e degré de la mère de Diana Frances Shan Kidd. Ce n'étaient pas des volontaires au hasard. Elles avaient été choisies précisément parce qu'elles partageaient quelque chose d'extraordinaire, une connexion mère-fille ininterrompue, remontant à plus de 200 ans. Le Dr. Wilson et son équipe, en collaboration avec la Société d'ascendance génétique Britain's DNA, se sont concentrés sur un type particulier de matériel génétique, l'ADN mitochondrial. Voici pourquoi cela importe. Contrairement au reste de votre ADN qui est brassé à chaque fois que 2 parents conçoivent un enfant, l'ADN mitochondrial est transmis complètement intact de la mère à la file génération après génération, comme une lettre scellée que personne ne peut ouvrir ni modifier en chemin. La mère de votre mère, de votre mère, de votre mère pouvait porter un marqueur spécifique il y a 1000 ans, et vous le porteriez encore identique aujourd'hui. Aucun homme ayant jamais intégré la famille ne pouvait le toucher. L'équipe a analysé des centaines de marqueurs le long du génome mitochondrial. Test de routine, lignée aristocratique confirmée, sauf que ce n'était pas le cas. Lorsque les résultats se sont affichés, le Dr. Wilson a vu un marqueur qu'il avait passé toute sa carrière à associer à une seule région du monde et à une seule région seulement. Il a déclaré à la presse qu'il avait fixé l'écran avec incrédulité. Il a relancé l'analyse, puis il l'a relancé encore. Le résultat n'a pas changé. Les échantillons appartenaient à l'haplogroupe R30B. Maintenant, faites bien attention à ce qui suit. Sur plus de 65 000 personnes dans leur base de données génétiques mondiale, seuls 14 portaient ce marqueur exact. 13 vivaient en Inde, une vivait au Népal. Personne en Europe ne l'avait. Personne en Afrique. Personne aux Amériques. Et il venait d'apparaître dans la lignée maternelle directe de la princesse Diana. Voici le problème: l'haplogroupe R30B ainsi que ses branches étroitement liées R30 et R31 est entièrement d'origine sud-asiatique. Aucune ambiguïté, aucune explication alternative. Le Dr. Wilson a déclaré plus tard aux journalistes que les preuves étaient inattaquables, confirmées indépendamment par l'ADN correspondant de 2 parentes vivantes qui ne se connaissaient même pas. Ce n'était pas une contamination. Ce n'était pas un hasard statistique. C'était une piste scientifique claire et indéniable. La présence de R30B ne pouvait signifier qu'une chose: quelque part, environ 7 générations avant la princesse Diana, une femme d'ascendance sud-asiatique était entrée dans sa lignée maternelle directe. Pas une cousine éloignée, pas une branche mineure, la ligne directe de mère en fille, en fille, en fille, jusqu'à Diana elle-même. Cela signifiait que l'histoire officielle de la famille Spencer, imprimée dans tous les livres de généalogie, toutes les biographies royales, tous les programmes de mariage omettaient quelqu'un. Quelqu'un de réel. Quelqu'un qui avait été délibérément effacé. Et le plus incroyable, c'est que celui ou celle qui l'a effacé a fait un travail si minutieux qu'il a fallu 200 ans et une avancée révolutionnaire en génétique pour la retrouver. La question est devenue: qui était-elle? Et pourquoi toutes ces traces avaient-elles été détruites? Eliza Keywork, la femme qu'ils ont effacée. J'ai toujours été fasciné par l'ascendance de la princesse Diana parce qu'elle remontait à une femme appelée Eliza Keywork. On disait qu'elle était arménienne, mais elle vivait quelque part près de Bombay. Son nom était Eliza Keywork et pendant plus de 2 siècles, elle n'a pas existé.
Pas dans les généalogies Spencer, pas dans aucune biographie royale, pas dans un seul registre familial public avant 2013. Elle avait été supprimée si complètement que même les personnes portant son ADN ignoraient qu'elle faisait partie de leur histoire. Elle est née vers 1790 à Surat, une ville portuaire animée sur la côte ouest de l'Inde, dans l'actuel état du Gujarat. À l'époque, Surat était l'un des grands carrefours commerciaux de l'Inde. Des navires marchands d'une douzaine de nations encombraient le port. Des commerçants criaient dans un patchwork de langues. Marchandises, personnes et cultures se heurtaient chaque jour dans les rues étroites. C'était le genre d'endroit où une femme d'origine mixte pouvait exister sans trop attirer l'attention. Le père d'Eliza portait le nom arménien Kork. Elle signait elle-même ses lettres en caractères arméniens. Ce détail deviendrait plus tard le mensonge le plus utile de la famille. Mais sa lignée maternelle, celle qui portait les rares marqueurs mitochondrial R30B, était sud-asiatique. Dans l'Inde coloniale, les origines mixtes étaient courantes dans les villes portuaires comme Surat. Des marchands arméniens y vivaient depuis des générations et s'étaient mariés avec des familles locales. Mais dans la hiérarchie sociale rigide de l'Empire britannique, ce passé avait de graves conséquences. Et voici où l'histoire bascule, jeune femme. Eliza est devenue la compagne de Theodore Forbes, un marchand écossais arrivé à Surat vers 1809 pour travailler pour la Compagnie des Indes orientales. Forbes était le fils cadet d'une famille de propriétaires terriens de Boyne, près d'Aberdeen. Ambitieux calculateur et déterminé à bâtir une carrière dans le comptoir le plus lucratif de l'Empire, il employa Eliza comme gouvernante. Mais la réalité de leur relation allait bien au-delà de ce titre. Ensemble, ils eurent 2 enfants, une fille nommée Catherine, née en 1812, et un fils nommé Alexander, né 2 ans plus tard. Pendant un temps, la famille vécut ensemble d'abord à Surat, puis à Mocha, au Yémen, où Theodore fut nommé résident politique britannique. Ses fonctions officielles consistaient à acheter du café pour la Compagnie des Indes et à surveiller les routes maritimes à l'entrée de la mer Rouge. Mais les lettres de cette période révèlent qu'Eliza était bien plus qu'une domestique. Theodore comptait sur ses capacités multilingues. Elle traduisait pour lui. Elle facilitait des contacts diplomatiques avec les marchands et fonctionnaires locaux. À toutes les mesures privées, ils formaient une famille. Mais voilà le problème à mesure que la carrière de Theodore progressait et qu'il acceptait un partenariat prestigieux à Bombay, les réalités sociales de l'Inde britannique se refermèrent sur eux comme un piège. Dans les salons et les clubs de gentlemen de Bombay colonial, une compagne au sang indien n'était pas seulement mal vue, elle constituait un handicap professionnel fatal. L'ère de la tolérance raciale en Inde britannique touchait à sa fin. Un nouvel ordre de ségrégation rigide s'installait. Et Theodore choisit sa carrière. Il laissa Eliza et les enfants à Surat, partis seuls pour Bombay, logea chez des amis, assista à des dîners mondains, accepta des invitations chez d'autres hommes de la compagnie et leurs épouses européennes, et se construisit une nouvelle vie sans eux. Pendant ce temps, Eliza et ses enfants vivaient séparément coupés du monde abandonné dans la ville où ils avaient autrefois formé une famille. Ils ne lui écrivaient même pas directement. Lorsque des décisions devaient être prises concernant l'avenir des enfants, leur éducation, leur passage en Europe, leur destin même, Theodore faisait traiter la correspondance par des intermédiaires. La femme qui avait porté ses enfants, qui traduisait pour lui qu'il avait aidé à gérer son foyer dans 2 pays, fut réduite à un problème logistique, une affaire à régler à distance. Et puis quelque chose s'est produit qui hante encore cette histoire 2 siècles plus tard. Des années après la mort de Theodore, un paquet de lettres écrites dans une écriture non européenne fut découvert au domaine de la famille Forbes à Boyne en Écosse. Elles étaient restées dans un tiroir pendant des décennies intactes, non lues, recouvertes de poussière. Lorsque les chercheurs les examinèrent enfin, ils comprirent ce qu'ils avaient entre les mains. Les lettres étaient d'Eliza écrites dans un anglais approximatif, dicté à un scribe parsi, parce que son anglais écrit n'était pas assez bon et signé de sa propre main en caractères arméniens. Lettre après lettre sur des années toutes, portaient la même supplique désespérée à être autorisée à voir sa fille une dernière fois avant que Catherine ne soit envoyée en Europe pour toujours. Dans l'une des lettres, elle écrivait « Mon bon monsieur, je vous prie de me le faire savoir.
Avec votre permission, je vous amènerai mon enfant et vous le remettrez moi-même. Imaginez cela un instant. Une mère demandant la permission de remettre sa propre fille, sachant qu'une fois qu'elle l'aurait fait, elle ne reverrait jamais cet enfant, sachant qu'un océan et un empire se dressaient entre elles. Et pourtant, elle proposait de faire elle-même le voyage juste pour tenir Catherine une dernière fois. Personne ne répondit. Lorsque Théodore mourut en mer en 1820, tout s'effondra. Son testament ne désignait Eliza que comme sa gouvernante. Il appelait Catherine sa fille naturelle réputée. Chaque mot était chirurgical. Chaque mot choisi pour rompre tout lien légal ou social entre Eliza et la famille qu'elle avait aidé à construire. Catherine, âgée de seulement 8 ans, fut mise sur un navire en partance pour l'Écosse, accompagnée uniquement d'une servante nommée Fazagul, une fillette de 8 ans qui n'avait jamais vu la neige, jamais senti un hiver écossais, jamais entendu l'anglais comme langue maternelle. Chargée sur un vaisseau et envoyée à travers le monde pour vivre avec des parents qu'elle n'avait jamais rencontrés dans un pays qu'elle n'aurait pu imaginer. Elle ne revit jamais sa mère. Son jeune frère Alexander fit lui aussi le voyage en Écosse. Mais il était si nostalgique, si désespérément malheureux, qu'il fut finalement renvoyé à Surat pour retrouver Eliza. La famille Forbes laissa partir le garçon. Ils gardèrent la fille. Catherine resta. Elle grandit parmi eux. Elle s'adapta. Elle apprit à parler, à s'habiller et à se comporter comme si l'Inde n'avait jamais existé. Avec le temps, elle fit un bon mariage. Mais voici ce qui importe le plus à travers Catherine, cette lignée cachée n'a pas seulement survécu à leur prospérer. Catherine donna naissance à une fille. Cette fille eut une fille, Anne. Et ainsi de suite, génération après génération, jusqu'à ce que la lignée produise Ruth P. Francis, puis une fille née le 1er juillet 1960 et Ern à Parkhouse sur le domaine de Sandringham. Son nom était Diana Francis Spencer. 7 générations d'une ville portuaire en Inde, au mariage le plus célèbre de l'histoire de la télévision. Et personne dans la famille n'a jamais dit la vérité sur l'origine réelle de cette lignée car le silence n'était pas accidentel. Il était orchestré. La dissimulation de 2 siècles. Quelque part au 19e siècle, quelqu'un s'est assis avec la généalogie de la famille Spencer et a pris une décision. Là où le nom d'Eliza Kework aurait dû apparaître, là où son héritage, ses origines, son lien avec l'Inde auraient dû être consignés, ils ont écrit un seul mot à la place, arménienne. Il s'agissait peut-être d'un clerc, d'un membre de la famille ou d'un notaire engagé précisément pour cela. Mais quiconque tenait la plume savait exactement ce qu'il faisait. Il ne corrigeait pas une erreur. Il construisait un mensonge qui tiendrait pendant 200 ans. C'est tout ce qu'il a fallu. Un seul mot et l'effacement était complet. Le nom d'Eliza Kework était suffisamment proche du nom arménien Kevork. Elle signait ses lettres en caractères arméniens. Son père pouvait effectivement avoir des racines arméniennes. Et ce seul fil est devenu toute l'histoire officielle. Arménienne signifiait chrétienne. Arménienne signifiait respectable. Arménienne signifiait proche de l'Europe sans danger. Une simple bizarrerie de l'Empire. Rien de plus. L'héritage indien, en revanche, aurait été considéré comme une tâche permanente. Une contamination qu'aucune richesse, aucun mariage avantageux, aucun titre ne pourrait jamais effacer. Et le plus incroyable, c'est que cette dissimulation n'a pas duré une seule génération. Elle a duré plus de 200 ans. Arbre généalogique, registre de mariage, acte d'église, correspondance privée, tout a été soigneusement nettoyé. Au 20e siècle, le mensonge était si profondément ancré que personne de vivant ne le remettait en question. Lorsque Diana épousa le prince Charles à la cathédrale Saint-Paul en 1981, devant 750 millions de téléspectateurs, les biographies officielles décrivaient encore Eliza Kework comme arménienne. Personne dans la famille Spencer ne l'a contesté. Personne dans la maison royale ne l'a contesté. Le secret a tenu à travers 2 guerres mondiales. Il a tenu à travers l'effondrement de l'Empire britannique. Il a tenu à travers le mariage le plus regardé de l'histoire de l'humanité, jusqu'en 2013, lorsque 2 flacons de salive l'ont fait exploser au grand jour. Plus royal que les royaux. Mais voici où cette histoire prend une direction inattendue. Lorsque les fiançailles de Diana avec le prince Charles ont été annoncées en 1981, les éditeurs de Burke's Peerage
le registre définitif de l'aristocratie britannique ont fait une déclaration publique qui a stupéfié même la Maison royale. Ils ont déclaré que Lady Diana Spencer avait plus de sang royal anglais dans les veines que son futur époux. Les Spencer, disaient-ils, étaient remplis de connexions royales. Pensez-y un instant. La femme dont la famille avait passé 2 siècles à cacher son ancêtre indienne s'est avérée être plus royale que le prince qu'elle épousait. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le sang royal dans la famille de Diana ne passait pas par des mariages officiels ou de grandes alliances négociées entre royaumes. Il venait du mauvais côté des draps à travers des maîtresses. Barbara Villiers, Louise de Querouaille et Nell Gwyn ont chacune détenu les faveurs du roi Charles II, un monarque célèbre pour avoir eu plus d'une douzaine d'enfants, avec des femmes qui ne deviendraient jamais reines. La famille Spencer trace sa lignée à travers non pas une, non pas deux, mais 3 de ses maîtresses royales. Leurs enfants sont nés en dehors des règles de succession, mais leur sang s'est discrètement infiltré dans l'aristocratie anglaise au fil des siècles. Diana descendait de Henry Fitzroy, duc de Grafton, et de Charles Lennox, duc de Richmond, tous 2 fils illégitimes de Charles II. 11 générations plus tôt, elle était également une descendante directe de Marie-Reine d'Écosse exécutée en 1587 par sa cousine Élisabeth Ier. Pendant ce temps, le domaine Spencer à Althorp existait depuis 1508, survivant aux guerres aux dynasties et à la montée et à la chute des monarques. Le nom de famille de la famille royale, en revanche, était Saxe-Cobourg et Gotha, entièrement allemand, jusqu'à ce que le roi George V le change discrètement en Windsor pendant la Première Guerre mondiale pour éviter le sentiment anti-allemand. Et voici l'ironie suprême, selon les calculs les plus anciens, Diana n'épousait pas au-dessus de sa condition. C'est Charles qui le faisait. La femme dont la famille avait passé 2 siècles à cacher une ancêtre indienne, à effacer des noms des généalogies, à remplacer l'héritage par une fiction commode, à s'assurer que personne ne regarde de trop près l'origine réelle de la lignée. Cette femme s'est avérée plus royale que le prince qu'elle épousait. La famille qui avait effacé une femme venue d'Inde pour protéger son rang avait produit la mariée la plus marquante de l'histoire royale moderne. Les Spencer avaient gardé leur secret si farouchement pendant si longtemps que lorsque Diana remonta l'allée de la cathédrale Saint-Paul, l'ironie était invisible à tous ceux présents dans l'édifice. Et pourtant, personne n'a dit la vérité. Pas avant que l'ADN ne parle de lui-même. La fin de la lignée. C'est ici que l'histoire se termine. Et elle se termine brutalement. Le prince William porte le même rare marqueur mitochondrial R30b qui a commencé dans le Gujarat il y a plus de 200 ans. Il est passé par Eliza Kework, a traversé les océans, a survécu aux préjugés coloniaux, a résisté à 2 siècles d'effacement délibéré et s'est retrouvé dans l'ADN de l'homme qui un jour s'assiera sur le trône britannique. Les marqueurs autosomaux sur les génomes des 2 cousines maternelles de Diana ont confirmé qu'elle portait entre 0,3% et 0,8% d'ascendance sud-asiatique, ce qui signifie que William lui-même porte presque certainement une petite mais réelle portion d'ADN indien, héritée directement d'Eliza. Il sera le premier monarque britannique avec une ascendance indienne prouvée. Le Commonwealth, qui compte plus d'1 milliard de personnes d'origine sud-asiatique, sera un jour dirigé par un roi qui porte dans ses cellules un lien génétique direct avec leur région. Ce n'est pas du symbolisme. Ce n'est pas un geste diplomatique. Ce n'est pas un titre accrocheur. C'est de la biologie inscrite dans l'ADN d'un homme qui portera la couronne. Mais voici le dernier retournement, et celui-ci n'a pas de fin heureuse. L'ADN mitochondrial ne se transmet que de la mère à l'enfant. Les hommes le portent, mais ils ne peuvent pas le transmettre. William a hérité du marqueur R30b de Diana, mais ses enfants George, Charlotte et Louis ne l'hériteront pas de lui. Ils hériteront de leur ADN mitochondrial de leur mère Catherine. Pas de William, pas de Diana, pas d'Eliza. Le marqueur meurt avec William et son frère Harry. 2 hommes, c'est tout. Les derniers porteurs de cette lignée. Maintenant, faites attention à ce que cela signifie. Le fil génétique ancien qui a voyagé d'une ville portuaire de l'ouest de l'Inde à travers 7 générations de femmes anglaises, à travers les continents et à travers des siècles de silence imposés jusqu'aux marches du palais de Buckingham,
Ce fil s'arrête ici. Pas à cause d'une catastrophe, pas à cause d'un scandale, pas à cause d'une révélation dramatique. Simplement, tranquillement, biologiquement, irréversiblement. Eliza Kework a été effacée des registres familiaux. Ses lettres ont accumulé la poussière dans un tiroir écossais pendant près de 200 ans. Son nom a été remplacé par un mensonge commode. Son héritage a été nettoyé de tous les documents que la famille pouvait atteindre. Elle s'est battue pour voir sa fille une dernière fois et ils ne l'ont pas laissé faire. Ils ont enterré son nom. Ils ont réécrit son histoire. Ils l'ont transformée en quelqu'un qu'elle n'était pas. Et maintenant, 200 ans plus tard, même son ADN, hein, la seule chose qu'ils ne pouvaient pas réécrire, le dernier murmure, prouvant qu'elle avait existé dans cette lignée, va disparaître. Les Spencer ont passé 200 ans à cacher cette femme. S'ils ont enterré cela, que pensent-ils que les familles les plus puissantes du monde cachent encore? Si vous voulez le découvrir, abonnez-vous maintenant car les histoires qu'ils ne veulent pas que vous entendiez sont toujours celles qui valent le plus la peine d'être racontées. La peine d'être racontées. La peine d'être